Bien le bonsoir dans l'actualité de ce 25 janvier 2020, monitoring des points du protocole d'accord du 30 avril 2018. Les secrétaires généraux des syndicats du G7 et 8 ministres dont ceux de l'éducation et de celui en charge des finances attendu une sortie de crise au terme de la rencontre dont l'objectif est de dissiper les perturbations qui secouent l'année scolaire. Fin de la grève des transporteurs de conteneurs, plus que probable la semaine prochaine. Le directeur général du port entrevoit une lueur d'espoir après avoir lâché du lest. Les taxes d'entrée pour les camions ont été suspendues en attendant un terrain d'entente sur les autres questions, telles que l'application du règlement 14 de l'UEMOA depuis le 1er janvier 2020. Perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le Sénégal réunit les experts locaux et ceux de la diaspora, une approche inclusive pour mettre tous les signaux au vert selon le ministre de tutelle. L'article de la semaine, un portrait de Moustapha Diakhaté, l'ex-ministre conseiller exclu de l'APR. Papier signé Seydina Bilal Diallo de l'As Quotidien. El Hadj Malick Cissé l'a rencontré. Nous l'entendrons en fin d'édition. Bienvenue à tous. Paralysie des activités au port autonome de Dakar, sortie de crise plus que probable en début de semaine. La direction générale a en effet suspendu les taxes d'entrée pour les camions, ce en attendant des pourparlers attendus la semaine prochaine. Les transporteurs de conteneurs, je le rappelle, ont entamé une grève vendredi pour, entre autres, s'insurger contre l'application du règlement 14 de l'UEMOA depuis le 1er janvier 2020. Voici Aboubakri Sadir Bey, il est le directeur général du port. Il participait à la première édition du marathon de la transformation Objectif 23. Il est au micro de Fama Pera Sagna. La première doléance des transporteurs est gérée. Donc, il n'y a pas de congestion. C'est fluide, ils peuvent aller retirer leurs conteneurs. Le deuxième point dont ils avaient fait cas, c'était la hausse des tarifs d'entrée dans le port. C'est dans le cadre de l'application de la gestion des flux de camions. Là aussi, je dois dire qu'en réalité, l'objectif du port est plutôt de rendre la vie beaucoup plus facile pour les transporteurs. Nous avons mis un système en place qui permettra aux transporteurs non seulement de rentrer facilement, mais de faire plusieurs rotations, donc de se faire beaucoup plus d'argent. Au lieu de faire une rotation par journée, ils pourront faire 3, 4, jusqu'à 5 rotations. Mais ça, c'est un système moderne que nous avons mis en place et qui a un coût, bien entendu. Et ce coût, nous sommes prêts à les rencontrer, discuter avec eux et trouver un consensus. C'est pour ça que nous avons décidé de suspendre l'application de ce tarif qui n'a jamais été appliqué. Ce tarif n'est pas appliqué. Nous avions envisagé de l'appliquer à partir de ce lundi. Nous avons suspendu l'application en attendant de les rencontrer et de trouver un prix d'équilibre. Par ailleurs, le directeur général du port a abordé la question du coronavirus apparu en Chine. Aboubakri Sadir Bey qui affirme que des mesures ont été prises pour passer au crible, notamment les bateaux à l'arrivée, les bateaux en provenance de la Chine. Écoutez-le. Mais le port a un dispositif permanent qui fonctionne au niveau du port. Nous avons, un département qui s'occupe de tout ce qui est normes de qualité, sécurité, environnement. Nous avons une brigade nationale des sapeurs-pompiers qui est là, une gendarmerie maritime qui est là. Donc ça, c'est quelque chose de permanent au port parce que n'oubliez pas que le port, comme l'aéroport, c'est des points d'entrée et les normes sanitaires ont toujours été respectées. Et bien entendu, en relation avec le ministère de la Santé, nous allons prendre les mesures idoines sur ce cas spécifique qui préoccupe tous les pays du monde. Menace de perturbation de l'année scolaire en cours. Le monitoring des points du protocole d'accord
du 30 avril 2018, les secrétaires généraux des syndicats du G7 et des membres du gouvernement autour d'une table depuis 15 heures cet après-midi. Les ministres en charge des finances, de l'urbanisme, de la fonction publique, des sports, de l'enseignement supérieur, du travail, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale devraient apporter des réponses aux syndicalistes pour une sortie de crise au terme de cette rencontre dont l'objectif est de dissiper les perturbations qui secouent l'année scolaire en cours. Et du gaz, la tutelle réunit l'expertise sénégalaise dans une approche inclusive. Le ministre du pétrole et des énergies estime que l'expérience sénégalaise devrait mettre tous les signaux au vert, et ce au bénéfice de la population sénégalaise. Sili Niang et Abdourahmane Ly pour le compte-rendu. C'est en 2014 que les découvertes de pétrole et de gaz ont commencé au Sénégal. Pour la dernière, ce sont 910 milliards de mètres cubes au terme des 25 ans d'exploitation qui sont attendus. Une situation qui va faire du Sénégal le 5e pays producteur de gaz en Afrique et 27e dans le monde. Les enjeux étant énormes, cette situation nécessite une gestion inclusive des ressources avec des experts sénégalais d'ici et de la diaspora. C'est la conviction du ministre du Pétrole et des Énergies, d'où la quintessence de cette rencontre qui incite ces experts à apporter leur contribution dans une perspective d'exploitation des ressources naturelles. Il ne faut pas qu'on soit dans le pessimisme. Je crois que les perspectives sont bonnes et le seront davantage si on mobilise toute notre expertise nationale. Si je dis nationale, bon, c'est d'ici et de la diaspora. C'est pour ça, mesdames et messieurs, nous avons confiance à l'expertise locale. Elle est bonne, c'est elle qui nous a permis de faire les découvertes, c'est elle qui nous permet de gérer au quotidien ce secteur. Mais nous avons besoin également de l'expérience des fils du Sénégal qui sont dans le secteur et à l'étranger, parce que cette expérience, elle est vitale pour notre pays. Une dynamique dans le sillage du combat contre la fuite des cerveaux, qui par ailleurs fait vibrer la fibre patriotique de ses experts. Celui-ci espère que ce genre de rencontre enrichissante sera pérennisé. En étant sénégalais, j'aimerais bien sûr participer à aider notre pays. Donc j'attends de cette rencontre qu'on puisse avoir un suivi. Et j'en doute pas parce que j'ai déjà des aînés et des petits frères qui ont déjà rejoint l'État sur l'accompagnement dans le secteur. Donc voilà. Donc je pense que de près ou de loin, l'essentiel c'est d'en faire partie. Une conférence à laquelle le ministre du Pétrole et des Énergies a profité pour informer de la modification du code gazier qui a été discutée en commission parlementaire. Un code complété par une loi sur le contenu local pour mieux tirer profit de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le texte sur le contenu local sortira d'application d'ici la fin avril et la loi également sur la gestion des revenus futurs est également en préparation au niveau du ministère de l'économie et des finances après être passé par le ministère du pétrole et des énergies depuis une année. Ils sont en train de voir tous les aspects financiers, fiscaux avant de l'envoyer à l'Assemblée nationale. C'est sûr qu'au courant de cette année, d'ici la fin du premier semestre de cette année, cette loi sera également envoyée à l'Assemblée nationale pour prévenir la gestion des ressources des revenus qui seront tirés de l'exploitation des ressources, mais surtout intégrer un fonds intergénérationnel parce qu'elle appartient au peuple. Un cadre attractif qui sache préserver les intérêts des populations qui se justifie par l'accord signé entre l'État du Sénégal et Woodside pour exploiter le pétrole de Sangomar il y a quelques jours. La Caisse des dépôts et consignations lance les activités de sa filiale CGIS, Compagnie Générale Immobilière du Sahel. C'était ce vendredi en présence des acteurs de l'immobilier, occasion choisie pour célébrer également la consécration du consortium africain de conseil et d'organisation, une certification ISO 9001 version 2015 de Certitrust. La CDC a l'ambition d'être le premier investisseur institutionnel auprès de l'État au Sénégal. L'État a lancé beaucoup de projets et nous avons l'obligation, en tant que dépositaire de ressources importantes des Sénégalais, de jouer notre partition dans ces projets-là. C'est pourquoi nous avons montré ces projets aujourd'hui lors de cette cérémonie et vous avez vu que tout se passe très bien. Les ressources sont extrêmement importantes. Et je rappelais tout à l'heure que nous avions une petite difficulté, puisque les textes
subséquents à la loi de 2017 n'avaient pas été pris, qui nous permettaient d'exercer dans toute leur plénitude les prérogatives de la CDC. À partir du moment où le décret d'application est dans le PAEP et sera pris incessamment, nous pensons qu'avec les mesures qui seront prises, nous pouvons en tout cas augmenter les ressources de la caisse et permettre à l'économie sénégalaise d'en profiter. Tout ce que nous faisons est tiré du seul référentiel qui existe aujourd'hui en matière de politique publique, le plan Sénégal émergent. Donc tous nos objectifs sont tirés de là. Je m'en vais juste me limiter au logement social, qui était aujourd'hui un des sujets importants de la cérémonie. Pour le logement social, la Caisse des dépôts, qui a un potentiel foncier, un portefeuille foncier assez consistant, va contribuer pour beaucoup dans le projet de 100 000 logements. Nous avons à Bambilor, on vous l'a indiqué, 104 hectares qui sont actuellement en train d'être viabilisés. Nous avons des assiettes foncières au niveau des Mamelles, au niveau des Almadies. Et sur tout ça, nous allons faire des réalisations. Nous allons développer avec l'État ou avec le privé. 40e édition de la Ziara omarienne. Au 3e jour, nous allons retrouver Cheikh Hassan Affal sur place pour nous faire vivre l'ambiance, mais également nous renseigner davantage sur l'idéologie de Thierno Mountaga Tall. Cheikh Hassan Affal, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté, bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV. Comme vous l'avez dit, nous sommes actuellement ici au niveau de la grande mosquée Cheikh Omar Foutiyou Tall, ici où l'on célèbre la 40e édition de la Ziara annuelle qui est dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. Vous l'avez dit, aujourd'hui nous allons parler de Thierno Seydou Nourou Tall et de son compagnonnage aussi avec Seydi Hadji Malick Sy, qui est le parrain de cette 40e édition. Et pour parler de cela, nous avons aujourd'hui sur ce plateau Khalifa Babacar Ndiaye. Khalifa Babacar Ndiaye, quand on parle de Seydi Hadji Malick Sy, Thierno Seydou Nourou Tall, aller même jusqu'à parrainer la famille de Seydi Hadji Malick Sy pour cette édition de la Ziara, qu'est-ce que cela signifierait? Hassana, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette opportunité de vivre cette 40e édition qui a été dédiée au vénéré Cheikh Al-Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu. Et je peux dire que ce n'est pas un hasard si à la grande mosquée d'El Hadj Omar Foutiyou est située à l'avenue Cheikh Al-Hadji Malick. Parce que d'après ce que les anciens disent, lorsque Cheikh Al-Hadji Thierno Seydou Nourou Tall avait fini de réaliser sa résidence à Dakar, ses disciples sont venus lui dire cette partie est réservée à une zawiya. Et El Hadji Thierno Seydou Nourou a dit que ceci ne se réalise pas, parce que je ne veux pas que Cheikh Al-Hadji Malick ait une zawiya ici et que moi, Thierno Seydou Nourou, j'ai une autre à 100 mètres de lui. Je pense que ça, c'est un cadeau de par le respect qu'il avait envers Cheikh Al-Hadji Malick, qui était son maître spirituel. Parce que le vœu de Cheikh Seydi Al-Hadji Malick dans sa vie, c'était de rencontrer la descendance de l'Hadj Omar Foutiyou Tall, qui lui avait légué les rênes de la tariqa Tijaniya. Parce que Cheikh Al-Hadj Omar, durant son vivant, la caravane qui avait quitté Gaïa pour aller à Orefondé, à la tête de laquelle Al-Fahim Yorowele, qui était son oncle spirituel, qui lui a donné la Salatul Fatiha à Cheikh Seydi Hadji Malick, et Mam Fawad Wele, la mère de l'Hadj Malick, avait pris 2 présents qu'il a donnés à Al-Fahim Yorowele pour lui dire donne-moi ces cadeaux à El Hadj Omar Foutiyou Tall. Et ces cadeaux représentent aujourd'hui, quand El Hadj Omar Foutiyou a reçu ces cadeaux, il les a embrassés et a dit cette dame qui m'a donné ces 2 cadeaux, le fils qui sera issu de cette dame, j'ai la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, que c'est cet homme qui va recevoir le legs pour diriger la Tidjaniya au Sénégal. Et cet homme, c'était Cheikh Al-Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu. Un héritage qui date de longtemps, donc spirituellement déjà. Seydi Hadji Malick. Maintenant, c'est la famille Tidjaniya qui est unie spirituellement aussi avec la famille de Omaria. Cette liaison qui est entretenue plusieurs centaines d'années après même. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la jeune génération doit tirer de cet enseignement?
Oui, il faut voir en cela l'honnêteté intellectuelle. Cheikh Al-Hajj Omar est le maître spirituel de Cheikh Al-Hajj Malik. Cheikh Seydi Al-Hajj Malik, en rencontrant Mam Thierno Saïdou Nourtal, l'a pris par les mains pour lui dire « Mon vœu s'est réalisé aujourd'hui parce que de mon vivant, je voulais rencontrer une descendance de l'âge Omar Foutiyou Tall. » Et Al-Hajj Thierno Saïdou a été l'ambassadeur. Et même la construction de la Zawiya de Saint-Louis, lorsqu'il a appelé Cheikh Al-Khalifa Abou Bakar pour lui dire « Je veux compléter mes 2 livres qui sont Kifayatul Ra'ibin et Ifham al-Munkir al-Jani ». Et il a dit à Serigne Babacar Sy et Thierno Saïdou Nour, allez à Saint-Louis superviser ce travail. Et quand la Zawiya sera terminée et mes 2 livres, je vais vous laisser de ce monde. Donc, avant de rendre l'âme, il a appelé El Hadj Abdou Dabakh, Al-Hajj Habib, Cheikh Sidi Mohamed Mansour, Serigne Babacar, les a pris dans la main, en prenant la main de la Thierno Saïdou Nour, en les mettant sur leurs mains pour leur dire je veux qu'à ma mort que vous soyez unis. Donc c'est cette unité aujourd'hui qui fait que la famille de l'Hajj Omar, la famille de Cheikh Al-Hajj Malik, et même Cheikh Al-Hajj Malik dans ses livres avait plusieurs silsila où il pouvait donner la tariqa, mais il a préféré rester dans la silsila omarienne, et c'est des liens qui datent de l'Hajj Abdou Dabakh, Serigne Babacar, jusqu'au calife actuel, Serigne Babacar, Cheikh Abdou Aziz, Serigne Abdou Aziz Al-Amin, qui ont consolidé ces liens fraternels qui ont lié ces 2 familles. Donc je peux dire que cette 40e édition dédiée à Cheikh Al-Hajj Malik et pour toute la Oumma islamique et particulièrement pour Tivaouane, rendre hommage à Cheikh Al-Hajj Malik qui a fait de Mam Thierno Saïdou Nour ce qu'il est devenu aujourd'hui. Merci beaucoup Khalifa Babacar. Et comme il l'a dit si bien, Khalifa, comme vous l'avez entendu aussi, cette édition revêt un cachet assez solennel. En rendant hommage à la famille de Seydi Hadji Malick Sy, la famille omarienne aussi se rend hommage à elle-même via la Thierno Madani Tall et à Cheikh Omar Foutiyou Tall. Khalifa Diakhaté. Cheikh Hassan Fall, merci beaucoup. Lors de cette 40e édition, la restauration communément ou encore appelée les Berndés, dans l'air du temps évidemment, et qui a été bien prise en charge au grand bonheur des pèlerins qui sont venus d'un peu partout du Sénégal, mais également d'ailleurs. Des regroupements de femmes se sont engagés pour relever ce défi. Bachir Tall et Cher Sall. Entre la mosquée omarienne, le stade Iba Mar Diop et chez le calife Thierno Madani, les équipes qui assurent la restauration sont à pied d'œuvre, avec l'objectif de satisfaire l'appétit des pèlerins de la 40e édition de la Ziara commémorant le rappel à Dieu de Seydou Nourou Tall et de son neveu Thierno Mountaga Daha Tall. Nous qui sommes chez le Khalif, nous préparons à manger pour les fidèles. Idem pour les femmes qui sont au stade Iba Mar Diop et à la mosquée omarienne. Pour accompagner le riz et le couscous, 7 bœufs sont abattus pour la préparation du déjeuner et 4 autres pour le dîner. 15 sacs de riz de 50 kg sont cuisinés par jour. Et il y en a pour tous les goûts. Et pour le berndé des talibés, nous préparons plusieurs plats. Du riz au poisson, riz à la viande, du paella, également du couscous. Chaque année, nous avons L'organisation est de taille. Les dames devant. Pour mieux faire notre travail, on s'est organisé en groupe de 10 personnes. L'hygiène et la propreté sont de rigueur. Pour ce qui est à manger, l'hygiène est bien pris en compte et on a l'appui du gouvernement du Sénégal avec l'accompagnement du ministère de la Santé et du service d'hygiène. Et pour lutter contre la déforestation, l'État a mis à notre disposition des gaz. En moyenne, estiment les cuisinières, 600 plats sont distribués par repas, assurant qu'il y aura du berné pour tout le monde.
La page internationale ce soir, un récit de Saïbou Dia, stagiaire. L'Afrique se protège contre le nouveau virus apparu en décembre en Chine. Ainsi, tous les aéroports internationaux d'Afrique où atterrissent des vols en provenance de Chine ont été placés sous surveillance cette semaine. Au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Sénégal et ailleurs, comme partout dans le monde, les débarquements sont encadrés conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Des salles de quarantaine sont prévues pour les cas suspects et des hôpitaux sont préparés pour recevoir d'éventuels patients. À l'aéroport de Lagos au Nigeria, comme à l'aéroport de Nairobi au Kenya, les passagers en provenance d'Asie sont questionnés sur leur déplacement, leur rencontre avec des personnes qui auraient pu être exposées à la maladie ou encore sur leurs symptômes éventuels. À l'aéroport Bol d'Addis Abeba en Éthiopie, tout le monde est screené, c'est-à-dire qu'on le prend la température des gens qui débarquent. Après les rumeurs d'enlèvement d'enfants au Gabon, retour au calme à Libreville. Hier, en début d'après-midi, l'intention est montée d'un cran dans plusieurs quartiers, notamment dans le 6e arrondissement à Awendi, dans les PK. Un peu partout, des rumeurs ont circulé annonçant l'enlèvement de plusieurs enfants. La route nationale numéro 1 qui traverse la capitale a été barrée à plusieurs endroits. Le calme est revenu dans la capitale. Les manifestants se sont rapidement dispersés. Dans la soirée de vendredi à ce samedi 25 janvier, les bars ont rouvert. Certains commerçants sont néanmoins prudents. Les magasins sont fermés. Plusieurs quartiers gardent encore les stigmates de cette violente journée. Des barricades sur le côté et les cendres de pneus brûlés sont visibles dans plusieurs carrefours. ITV lance sa deuxième série inédite ce soir, Dérapage qui porte la signature du lauréat 2017 du prix de la meilleure série au FESPACO de Ouagadougou. Dérapage de Abdullah Radouane qui emboîte le pas sur cette antenne à Djiguen dont le premier épisode a été diffusé hier soir. Baba Ndiaye pour nous en dire un peu plus. Après le succès de Tundugundu qui a remporté le prix de la meilleure série au FESPACO 2017, Abdullah Radouane revient avec une nouvelle production, Dérapage, une novella sénégalaise qui promet selon son réalisateur. La série Dérapage, ça raconte l'histoire d'Abi Diallo, une femme qui a réussi sa vie, qui malheureusement à 32 ans n'est pas encore mariée, qui va rencontrer Bachir Diop, un fils à papa qui va vraiment lui créer beaucoup de problèmes, bouleverser, faire déraper sa vie. Donc tous les ingrédients pour faire une bonne sauce sont dans Dérapage. Dérapage, c'est une série choc, comme on dit, c'est une série avec beaucoup d'émotions, c'est une série que je pense qui va faire pleurer beaucoup de gens. Fatim Cissé, pour sa part, réalisatrice de la série Djiguen, met en exergue la combativité de la femme sénégalaise à travers la série. J'ai voulu parler de la vie de ces femmes que je suis, des femmes qui m'entourent, mes sœurs, mes amies, des femmes que je vois au jour le jour. C'est une image forcément positive. Je suis féministe et je suis fière de le dire et je dis toujours que tout le monde devrait être fier de dire qu'il est féministe. Moi, je crois aux droits de la femme, je crois au pouvoir de la femme. Des personnages nouveaux, dont Dérapage, un choix assumé par Abdullah Radouane qui est optimiste quant à l'appropriation de la série malgré la concurrence. Pour cette série, le choix des acteurs était très important. Donc on a pris notre temps. C'est de nouvelles têtes, certes, mais c'est de nouvelles têtes pétries de talent. Et vous allez le voir, qui se sont appropriés vraiment le rôle et qui vont, je l'espère, régaler tout le monde. Bon, au-delà de ces acteurs qu'on n'a pas trop vus dans les séries, on a aussi beaucoup de guests qui sont venus prêter main forte à la série. Djiguen, un miroir féminin à travers lequel Fatim Cissé démontre une autre facette de la femme sénégalaise. C'est des amis,
C'est des amis d'enfance qui ont grandi ensemble, qui se connaissent depuis et qui partagent énormément et qui n'ont pas forcément de secrets entre elles. Il y en a parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais voilà, c'est des amis, de vrais complices qui partagent aussi bien les moments forts et les moments faibles de leur vie. Et voilà, qui comptent sur elles pour se donner du courage et aller de l'avant. Jigéen et Dérapage, 2 séries d'ITV qui partent pour tenir en haleine les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Rendez-vous est pris donc ce soir à 21h pour le tout premier épisode de Dérapage et puis vous retrouvez Jigéen vendredi prochain. L'article de la semaine, un portrait de Moustapha Diakhaté, l'ex-ministre conseiller exclu de l'Alliance pour la République, l'APR. Papier signé Seydina Bilal Diallo de l'As Quotidien. El Hadj Malick Cissé l'a rencontré. Regardez. Les choses se sont passées très vite entre son passage au jury du dimanche sur iRadio, ITV, son exclusion et la mise en place de son mouvement. Moustapha Diakhaté a fait les choux gras de la presse cette semaine. Il est arrivé de l'observer, de voir les actes qu'il pose, la vision de la politique qu'il a, sa conviction de la politique et les stratégies qu'il utilise en fait. Mais si on observe très bien Moustapha Diakhaté, en fait, ce n'est pas un leader qui a une base politique solide. Donc, c'est plus difficile que les autres, en fait. Donc, fondamentalement, pour qu'il s'en sorte, il faut fondamentalement une bonne lecture de la politique. Il faut de bonnes stratégies et un bon stratagème. Et pour mon confrère du quotidien LAS, c'est une araignée qui a bien tissé sa toile politique. Et lui, il a la technique de l'araignée. J'utilise un langage imagé pour faire comprendre au lecteur quand même l'homme, la nature de l'homme, son comportement. Donc il s'adapte à son environnement et utilise des stratégies en fonction de son environnement. Il a été au niveau de la présidence de la République, tout près de Wade, connaissant les rois du système. Donc c'est un homme averti. Donc tout ce qu'il fait, il ne le fait pas par hasard. C'est bien calculé, je pense que c'est très bien calculé et c'est là où il va. Moustapha Diakhaté a encore haussé le ton. Il a rendu public jeudi la déclaration fondatrice de son mouvement Manko Tahaou Sunu APR, initiative pour la refondation de l'Alliance. Démarche une APR nouvelle. Il compte donner la parole aux militants pour sortir le parti des querelles intestines, posture sectaire, clientéliste et courtisane. Moustapha Diakhaté a créé ce qu'on appelle un courant au sein de l'APR, dénommé Manko Tahaou Sunu APR, initiative pour la refondation de l'Alliance. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau chez l'homme. En fait, par le passé, étant au PDS, il a eu à créer un courant du genre. Un courant qui annonçait sa démission plus tard et le fait qu'il est allé rejoindre Macky Sall avec qui il est arrivé au pouvoir. Donc, c'est un homme qui, à la base, il faut le dire, il a le courage de ses convictions, utilise les moyens à sa guise pour arriver à ses fins, en fait. C'est un syndicaliste dans l'âme, en fait. C'est un combattant. Étant jeune, il a été militant de l'UJTL. Et il faut le dire, c'est pour des activités syndicales qu'il a été licencié de la BCA. Le tonitruant révèle que cet appel du jeudi 23 janvier 2020 sera suivi d'autres initiatives et actions. Une démarche qui ne surprend pas mon confrère. Moustapha Diakhaté parle de restructuration et de réorganisation du parti. C'est un argument qu'il tient. Mais en fait, c'est tout à fait normal quand on est dans un régime et qu'on s'oppose quasiment à ce régime-là. C'est tout à fait normal que des mesures soient prises. Il est évident que le régime, le président de la République, lui en veut pour son opposition au régime auquel il appartient. Déjà sur le mandat, le président dit il ne faudrait pas que les militants en parlent. Lui, il sort, il en parle. C'est une défiance à l'autorité. Il n'hésite pas à soulever des dossiers chauds, à remuer des dossiers chauds. Si on prend l'exemple du dossier Petrotim, auquel est impliqué le frère du président Macky Sall, et dont de nombreux membres du régime quand même sont cités, même le président de la République d'ailleurs.
on dit que sur le rapport de présentation avec le ministre de l'Intérieur, voilà, en tout cas, on parle d'un certain laxisme des autorités dans la gestion de ce dossier-là. Et lui, il sort, il parle de ces dossiers, c'est comme si un opposant qui en parle en fait. Donc ça, c'est gênant. Fondamentalement, les gens vont essayer de chercher des solutions quand même pour le pousser à la sortie. Quand vous êtes dans un parti et vous vous démarquez de la ligne, et que au fur et à mesure, ça se précise, fondamentalement, il faut que des actions soient posées. Au-delà de tout ça, je me dis que, en fait, il ne doit pas être seul. S'il ose poser un courant, s'il ose y aller, moi, je me dis que, voilà, il y a quelque chose derrière, quoi. Fondamentalement, il se repose sur un bon piédestal, en fait. Et là, je m'Alexis vous donne rendez-vous dimanche prochain pour l'article de la semaine à venir. Et puis, Cheikh Hamidou Kane et Marie Toumbaye nous inspirent ce soir avec le professeur El Hadji Songué Diouf et l'air du temps. Et vous retrouverez l'air du temps donc lundi avec Alassane Samba Diop. Mais hier, c'est tout de suite. Et puis à 21h, Dérapage, premier épisode de la toute première saison. Et pour vous retrouver Adama Anouchkaba demain à 19h45, le 19h45 dans la Totale, votre magazine d'information dominicale avec Mamoudi Brakan. Bonne soirée sur ITV. Au revoir.